Je me suis réveillé dans la salle médicale de l'entreprise après m'être soudainement évanouir. À travers la porte entrebâillée, j'ai entendu la secrétaire murmurer « Êtes-vous sûr qu'elle l'a pris ?» Mon mari a eu un petit rire. Détente oui. D'ici demain matin, tout sera à nous. À ce moment-là, j'ai tout compris. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon avocat, exécute le plan. Maintenant. Je me suis réveillé avec l'odeur d'antiseptique et le léger bourdonnement d'un climatiseur. Pendant une seconde, je ne savais pas où j'étais. La dernière chose dont je me souvenais, c'était de me tenir à côté d'une table de banquet à l'Indianapolis Marriott, au centre-ville. Le dîner de bienfaisance annuel de Whittaker Logistique battait son plein. Un instant, je parlais à un client de Louisville des tarifs de fret. L'instant d'après, la pièce a basculé. Puis tout est devenu noir. Maintenant. J'étais allongé sur un lit étroit dans la salle médicale de l'entreprise. Une lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de ma tête. Ma bouche était sèche. Ma tête tambourinait. J'ai essayé de me redresser, mais des vertiges m'ont repoussé contre l'oreiller. C'est là que j'ai entendu des voix. La porte n'était pas complètement fermée. Il y avait un espace étroit. Au début, j'ai cru que c'était une infirmière. Puis, j'ai reconnu la femme qui parlait. Rachel, l'assistante exécutive de Marc. « Es-tu sûr qu'elle l'a pris ?» a-t-elle murmuré. J'ai figé. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de mon mari. Une voix à laquelle j'avais fait confiance pendant 16 ans. « Détends-toi. » Il a ri, en fait. Un rire discret. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent avoir déjà gagné. D'ici demain matin, tout sera à nous. Pendant un instant, je me suis demandé si j'étais toujours inconsciente. Peut-être que je rêvais. Peut-être que le médicament me faisait entendre des choses. Puis, Rachel a parlé à nouveau. Et si elle se souvient de quelque chose? Elle ne s'en souviendra pas. Marc semblait complètement calme. Tiens-toi juste au plan. Le plan. Ces deux mots ont eu plus d'impact que tout le reste. Pas un accident, pas de l'inquiétude, pas de la panique, un plan. J'ai lentement tendu la main vers la table de chevet. Mon téléphone était là. Celui qui m'avait amené ici devait l'avoir posé à côté de moi. L'écran s'est allumé. 20h42. Seulement 27 minutes s'étaient écoulées depuis que je m'étais évanoui. Les voix continuaient dehors. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive vraiment. A dit Rachel. Marc a ricané à nouveau. Tu y croiras demain. Je n'ai pas attendu d'en entendre plus. Mes doigts ont glissé sur l'écran. J'ai ouvert mes messages. Robert Gaines, mon avocat. Pendant 7 mois, j'avais documenté des choses que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Des fonds manquants, des transferts étranges, des réunions qui n'étaient pas sûres. Les calendriers de l'entreprise, des appels téléphoniques tard le soir, des excuses qui n'avaient aucun sens. Chaque fois que je questionnais Marc, il avait une réponse prête. À chaque fois. Mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Alors je me suis préparé discrètement. Pas parce que je voulais divorcer. Pas parce que je voulais me venger. Parce que j'avais besoin de réponses. Maintenant, je les avais. Du moins. Suffisamment. J'ai tapé 5 mots, exécute le plan maintenant. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le message a disparu. Quelques secondes plus tard, 3 points sont apparus. Robert tapait. Bien. Il était encore réveillé. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Compris. Rien de plus, rien de moins.
Exactement comme nous l'avions convenu. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai reposé sur la table. Dehors, des pas approchaient. J'ai rapidement fermé les yeux. La porte s'est ouverte. J'ai entendu Marc entrer. Ses chaussures en cuir coûteuses cliquetaient doucement sur le sol. Un instant plus tard, j'ai senti sa main toucher la mienne. Diane. Sa voix était douce. Inquiète. Le mari parfait. J'ai gardé ma respiration lente. Régulière. Il a serré ma main. La même main qu'il avait tenue quand nous avons acheté notre première maison. La même main qu'il avait tenue aux funérailles de ma mère. La même main qu'il était apparemment prêt à trahir. Diane, ma chérie, j'ai forcé mes yeux à s'ouvrir lentement, comme quelqu'un se réveillant. Naturellement. Le soulagement est immédiatement apparu sur son visage, ou du moins une performance de soulagement. Dieu merci. Il s'est penché en avant. Tu m'as fait peur. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Son costume bleu marine, son alliance, la petite ride au coin de son œil, le visage familier que j'avais aimé pendant près de 2 décennies. Rien ne semblait différent, pourtant tout avait changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. La question est sortie faible. Convaincante. Je pense que tu t'es évanoui. Il a souri doucement. Les médecins pensent que c'était de l'épuisement. Des médecins, au pluriel. Intéressant. Je n'avais vu qu'une infirmière de l'entreprise. Tu as trop travaillé, a-t-il poursuivi. Tu dois ralentir. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Mon jeu n'était pas aussi parfait que le sien, mais il devrait suffire. Rachel était folle d'inquiétude, a-t-il ajouté. Cela m'a presque fait m'étouffer. Rachel, inquiète, n'est-ce pas? Quelques minutes plus tard. L'infirmière est entrée. Son badge indiquait Karen Sullivan. Elle a vérifié ma tension artérielle, posé quelques questions de routine. Tout semblait normal. Marc est resté à mes côtés tout le temps. Le mari attentif, le partenaire dévoué, les dents concernées. Quiconque entrant dans cette pièce l'aurait admiré. Finalement, Karen est partie. Marc a vérifié sa montre. Je devrais aller m'assurer que tout se termine à l'événement. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a embrassé mon front. Je t'aime. Les mots ont frappé plus fort que prévu. Pas parce que je les croyais, mais parce que je les croyais avant. Après son départ, je me suis assise seule. La pièce semblait étrangement silencieuse. J'ai fixé le mur pendant plusieurs minutes. Une partie de moi voulait pleurer. Une partie de moi voulait descendre. Et les confronter tous les deux. Mais la colère est coûteuse. Elle rend les gens négligents. Et je ne pouvais pas me permettre d'être négligente. Pas encore. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS de Robert. Je l'ai ouvert. Appelle-moi quand tu es seul. J'ai immédiatement composé le numéro. Il a répondu avant même que la première sonnerie ne se termine. Diane. Sa voix était basse. Urgente. Tu avais raison. Un frisson m'a parcouru. Que as-tu trouvé? Plus que ce à quoi je m'attendais. Il a marqué une pause. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait tressaillir. Les transferts d'argent n'étaient pas le vrai problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Une autre pause. Diane, je pense que quelqu'un voulait te mettre hors de nuire. La pièce est soudainement devenue beaucoup plus froide. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, j'ai avalé ma salive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Sa réponse est venue instantanément. Nous procédons exactement comme prévu. Par la fenêtre de la salle médicale, le panorama d'Indianapolis brillait contre la nuit noire. Quelque part, le trafic du centre-ville circulait. Sur l'Interstate 65. Les gens rentraient chez eux, prenaient des dîners tardifs, regardaient la télévision, menaient des vies normales. La mienne venait de changer pour toujours. Et demain matin, l'un de nous allait tout perdre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon propre lit. Pendant quelques secondes, j'ai presque réussi à me convaincre que la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Le ventilateur de plafond familier tournait lentement au-dessus de ma tête. La lumière du soleil filtrait à travers les volets. J'entendais une tondeuse à gazon quelque part dans la rue. Des sons normaux. Un matin normal. Puis je me suis souvenu de la voix de Rachel. Es-tu sûr? Elle l'a pris, et la réponse de Marc. Tout est revenu en mémoire. Je me suis redressé lentement. Ma tête me semblait encore lourde, mais pas aussi mal que la nuit précédente. Un coup d'œil à l'horloge indiquait 7h14. Mon téléphone était déjà posé sur la table de chevet. 3 appels manqués. 2 emails de Robert. Un SMS. Nous devons parler aujourd'hui. Avant que je puisse l'ouvrir, la porte de la chambre s'est ouverte en grand. Marc est entré, portant un plateau, du café, des toasts, des fruits frais, toute la routine du mari parfait. Bonjour, ma belle. Il a souri. Le même sourire qui m'avait convaincu de l'épouser 16 ans plus tôt. Le même sourire qui me faisait maintenant me demander depuis combien de temps il mentait. Tu devrais te reposer. Il a posé le plateau à côté de moi. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai regardé le toast. Au levain, mon préféré. L'ironie m'a presque fait rire. Merci. Tu te sens bien? Un peu fatigué. Il a hoché la tête avec sympathie. C'est compréhensible. Puis il s'est assis à côté de moi. Tu as eu trop de responsabilités ces derniers temps. Ça y était encore. Le discours sur l'épuisement. L'explication qu'il voulait que tout le monde croie. J'ai bu mon café avec précaution. Très précautionneusement. Peut-être. Tu n'as plus rien à prouver, Diane. Sa voix était réconfortante, presque persuasive. Nous avons bâti une belle vie. Nous. Ce mot me dérangeait maintenant car la vérité était bien plus compliquée. La vie que nous avions bâtie n'avait pas été le fruit d'un effort égal. Loin de là. Il y a des années, lorsque nous nous sommes rencontrés, Marc était charmant, drôle et ambitieux. Il avait des idées, beaucoup d'idées. La plupart ont échoué. Il y a eu l'entreprise de paysagisme, puis l'investissement dans un restaurant. Puis une start-up d'articles de sport, puis une autre entreprise dont je me souviens à peine. Chaque fois que quelque chose s'effondrait, nous recommencions. Pendant ce temps, je travaillais et travaillais. À 30 ans, je suivais des cours de MBA le soir, après de longues journées au bureau. À 32 ans, je gérais des contrats logistiques régionaux. À 35 ans, je suis devenue directrice financière. Nos économies ont augmenté. Parce que je m'en suis assuré. Nos investissements ont réussi parce que j'ai fait des recherches sur chaque décision. L'entreprise a prospéré parce que j'ai passé des années à moderniser les opérations. Je n'ai jamais eu d'objection. C'est ce que le mariage est censé être. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, je n'étais plus sûr de ce que Marc croyait. Son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil juste une seconde, mais je l'ai remarqué et lui aussi. Affaire, bien sûr. Il s'est levé. Je devrais y aller.
Puis il s'est penché et a de nouveau embrassé mon front. Toujours le front. Toujours prudent, toujours contrôlé. Je t'aime. J'ai souri. Je t'aime aussi. Les mots avaient un goût étrange. La seconde où il est parti, je me suis dirigé vers la fenêtre. Sa BMW noire a quitté l'allée. Au moment où elle a disparu, j'ai attrapé mon téléphone. Robert a répondu immédiatement. Comment te sens-tu? En colère. Il a ri doucement. Bien. La colère garde les gens éveillés. Tu as trouvé autre chose? Pas mal. Je me suis assise à la table de la cuisine. Dehors, une voisine promenait son Golden Retriever. De l'autre côté de la rue, quelqu'un sortait les poubelles. Le rythme ordinaire. De la banlieue de Carmel, en Indiana. Pendant ce temps, ma vie explosait en silence. Robert a poursuivi, les transferts financiers sont bien plus importants que nous le pensions. À quel point plus important? Plus de 800 000. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Je sais. Comment? Nous traçons encore tout. J'ai fixé le parquet. 800 000 $. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une mauvaise tenue de livre. C'était un vol. Où est-ce allé? Plusieurs sociétés écrans. Mon estomac s'est serré. Qui en est propriétaire? C'est là que ça devient intéressant. Je connaissais déjà la réponse. Pourtant, j'ai demandé, qui? Rachel et Marc. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu parler. En partie parce que j'étais furieuse. En partie parce que l'entendre confirmer était différent de le soupçonner. Le soupçon laisse place à l'espoir. Les faits. Non. Après que nous ayons raccroché, j'ai passé la majeure partie de l'après-midi à faire semblant que la vie était normale. J'ai répondu à des emails, rappelé des gens, examiné des rapports. Du moins, c'est ce que j'ai dit. À tout le monde. En réalité, j'ai relu chaque SMS que Robert m'a envoyé. Chaque détail, chaque chronologie, chaque transaction. Vers 15 heures, une autre surprise est arrivée. Celle-ci m'a presque fait rire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marc. Ou du moins, c'était censé l'être. Le message disait, tu me manques déjà. La nuit dernière en valait la peine. Un emoji cœur a suivi. Puis, un autre. J'ai fixé l'écran pendant 10 secondes. Puis un autre message est arrivé. Désolé, mauvaise personne. J'ai réellement ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que c'était pathétique. Une minute plus tard, Marc a appelé. Diane. Sa voix était nerveuse. Rare pour lui. J'ai eu ton SMS. C'était pour un client. Un client? Oui. Un qui reçoit des émojis cœur. Silence. Puis. Il a ri maladroitement. Tu sais comment les gens textent ces jours-ci. Bien sûr, évidemment. J'ai décidé de l'aider. Ne t'inquiète pas, le soulagement dans sa voix fut immédiat. Merci, ma chérie. Ma chérie, ce mot m'a presque fait jeter le téléphone. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma chaise de bureau. Pendant des années, j'avais craint d'imaginer des choses. Maintenant, je savais mieux. Les mensonges n'étaient même plus intelligents. Ils s'accumulaient simplement. À 18 heures ce soir-là, Robert a rappelé. Sa voix était différente, plus nette. Plus concentrée. Diane, es-tu seule? Oui, je viens d'avoir le rapport de laboratoire. Mon pouce est accéléré. Le rapport d'hier soir. Oui, je me suis levé. Chaque instinct de mon corps s'est soudainement senti alerte. Qu'est-ce qu'il dit?
Un bref silence. Puis Robert a répondu, « La substance dans ton système n'aurait pas dû être là. » J'ai agrippé le bord de mon bureau. Quelle substance? Ils ont trouvé des traces d'un sédatif. La pièce est devenue complètement immobile. Par là. Fenêtre de mon bureau, le ciel virait à l'orange avec le coucher du soleil. Des voitures circulaient. Des gens rentraient chez eux. La vie continuait, mais je le remarquais à peine parce qu'un fait ne cessait de se répéter dans ma tête, je ne m'étais pas effondré accidentellement. Quelqu'un avait contribué à ce que cela se produise. Et soudain, l'affaire semblait être la plus petite des trahisons. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la même chose. Marc. Debout à côté de mon lit d'hôpital, me tenant la main, me disant qu'il m'aimait. Des heures après l'avoir entendu discuter d'un plan avec Rachel. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement renoncé à dormir. Je suis descendu, me suis préparé une tasse de tisane à la camomille et me suis assise à la table de la cuisine. La maison était silencieuse. L'horloge grand-père de la salle à manger faisait tic-tac régulièrement. La même horloge que mon père m'avait donnée des années auparavant. Pour une raison quelconque, je me suis retrouvé à la fixer, pensant à lui. Mon père était décédé 8 ans plus tôt, d'une crise cardiaque, complètement inattendue. C'était lui qui m'avait appris à lire les états financiers avant que je ne sois assez âgé pour conduire. Il plaisantait en disant que les chiffres ne mentent jamais. Les gens oui. À l'époque, je le trouvais cynique. Maintenant, je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Mon téléphone a sonné à 7h12 le lendemain matin. Robert? J'ai répondu immédiatement. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Sa voix était différente, pas inquiète. Excitée. Où es-tu? À la maison. Bien. Reste là. Ça a attiré mon attention. Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive dans 45 minutes. Puis il a raccroché. 40 minutes plus tard, Robert s'est garé dans mon allée. Je l'ai rencontré. Dans la cuisine. Il portait un épais dossier. Le genre que les avocats apportent quand ils sont sur le point de changer votre vie. Un café, ai-je demandé. S'il te plaît. 5 minutes plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre. Robert a ouvert le dossier. Puis il a souri. Pas un sourire heureux. Plutôt le sourire d'un homme qui venait de résoudre une énigme. Diane, j'ai deux bonnes nouvelles. Ça me ferait du bien. Il a glissé plusieurs documents sur la table. Je les ai regardés, des accords de fiducie, des registres de propriété d'entreprise, d'anciens documents juridiques. Au début, rien n'avait de sens. Puis j'ai vu la signature de mon père. Mon cœur a bondi. Qu'est-ce que c'est? Robert s'est adossé. Ton père. Quoi à propos de lui? Il était plus intelligent que nous. Tous. Je l'ai regardé fixement. De quoi parles-tu? Robert a tapoté une page. Cette fiducie? J'ai regardé de plus près. La Whittaker Family Trust. Établie près de 10 ans plus tôt. Je me souvenais vaguement d'avoir signé des papiers après le décès de papa, mais j'étais en deuil. Je n'avais pas prêté beaucoup d'attention, a poursuivi Robert. La majeure partie de la propriété majoritaire de Whittaker Logistique ne t'appartient pas. Personnellement. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle est protégée au sein de la fiducie. J'ai de nouveau regardé. Les chiffres étaient là. Mon père avait transféré le contrôle majoritaire des années auparavant. Bien avant l'affaire de Marc, bien avant Rachel, bien avant tout cela. Soudain, les pièces ont commencé à s'assembler. Attends. J'ai regardé. Robert.
Tu es en train de me dire que Marc ne peut pas réellement prendre le contrôle de l'entreprise. Robert a souri. Non. Le mot était merveilleux. Non. Non. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui s'échappe avant que tu ne réalises qu'il arrive. Robert a ri aussi. C'est à peu près ma réaction quand j'ai compris. J'ai secoué la tête. Il a passé tout ce temps à essayer de prendre quelque chose qu'il ne peut pas légalement toucher. Exactement. L'image était presque ridicule. Marc et Rachel construisant leur plan depuis plus d'1 an. Créant des sociétés écrans, volant de l'argent, manipulant des dossiers, tout en poursuivant une propriété qu'ils ne pourraient jamais obtenir. Pendant un bref instant, j'ai même eu pitié d'eux. Ce sentiment n'a duré qu'environ 3 secondes. Puis je me suis souvenu du sédatif. La sympathie a disparu. Que se passe-t-il maintenant? L'expression de Robert est redevenue sérieuse. Maintenant, nous prouvons tout. Le reste de la matinée est passé rapidement. Nous avons examiné des documents, des registres financiers, des chaînes de mai, des dépôts d'entreprise. À l'heure du déjeuner, j'ai enfin ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon réveil dans la salle médicale. L'espoir. Pas la certitude. Pas la victoire. Juste l'espoir. Puis tout a changé. À 14h37, Robert a reçu un appel. J'ai observé son visage pendant qu'il écoutait. Son expression s'est immédiatement assombrie. Compris. Il a mis fin à l'appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils savent. Mon estomac s'est serré. Qui? Rachel. L'espoir a disparu. Instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire? L'un de nos enquêteurs a été repéré en train de poser des questions. Je me suis levé. Bon sang. Robert a hoché la tête. Ils savent que quelqu'un les surveille. Peuvent-ils détruire des preuves? Ils vont essayer. Cet après-midi-là lui a donné raison. Vers 16h, plusieurs choses inhabituelles se sont produites. Premièrement, Marc a annulé 3 réunions prévues. Ensuite, Rachel a demandé l'accès aux dossiers financiers archivés. Puis, une réunion extraordinaire du conseil d'administration est apparue sur le calendrier de tout le monde. Lundi matin, au siège social, présence obligatoire. Je savais déjà ce qui allait arriver. Pourtant, le voir m'a fait tressaillir. Marc ne fuyait plus. Il accélérait. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Marc, j'ai répondu. Salut. Sa voix semblait inhabituellement joyeuse. Diane, comment te sens-tu? Je vais bien. Bien. Une brève pause. Puis il a donné la vraie raison de son appel. Nous avons programmé une réunion du conseil d'administration lundi. J'ai vu. Je pense qu'il est peut-être temps de discuter de la réduction de ta charge de travail. C'était ça. Exactement ce que Robert avait prédit. Réduire ma charge de travail. Tu as été soumise à beaucoup de stress. Le stress. Son mot préféré dernièrement. J'apprécie ton inquiétude. Je suis sérieux. Son ton s'est adouci. Tu dois prendre soin de toi. J'ai failli rire. Au lieu de cela, je l'ai remercié. Puis j'ai raccroché. Au moment où l'appel s'est terminé, Robert m'a regardé. Il vise ta position. Je sais. Es-tu prête pour ça? Je ne l'étais pas. C'était la vérité. Pendant des années, Whittaker Logistique avait fait partie de mon identité. Je l'avais aidé à construire, à développer, à protéger. Maintenant, la possibilité
De tout perdre semblait soudainement réel. Non pas parce que Marc le méritait, mais parce que les mauvaises personnes gagnent parfois, au moins temporairement. Ce soir-là, je me suis assise seule sur ma terrasse. L'air d'été de l'Indiana était chaud. Des enfants faisaient du vélo dans la rue. Un arroseur cliquetait rythmiquement sur la pelouse d'un voisin. Tout semblait normal. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le lundi, la salle de conférence, les accusations, l'humiliation. Et si les preuves n'étaient pas suffisantes? Et s'il convainquait les gens que j'étais instable? Et si l'entreprise que j'aimais se retournait contre moi? Pour la première fois depuis le début de tout cela, la peur commençait à gagner. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Robert. Une seule phrase, appelle-moi. Maintenant. J'ai immédiatement composé le numéro. Il a répondu. Diane. Sa voix était pleine d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'avons trouvé. Je me suis levé si vite que ma chaise a failli basculer. Trouvé. Quoi? Les images. Mon cœur battait la chamade. Quelles images? Des caméras de sécurité du dîner de charité. J'ai arrêté de respirer un instant. Puis Robert a prononcé les mots qui ont tout changé. Nous avons Rachel en train de trafiquer ton verre. Le quartier autour de moi est soudain devenu silencieux. Pas d'enfants, pas d'arroseurs, pas de circulation, rien. Seulement ces mots. Nous avons Rachel en train de trafiquer ton verre. La réunion du conseil du lundi était toujours d'actualité. Mais pour la première fois, je n'en avais pas peur. J'avais hâte d'y être. Je suis arrivé au siège avant le lever du soleil le lundi. Le parking était presque vide. Juste quelques véhicules de direction se trouvaient sous les lumières de sécurité. Un instant. Je suis resté dans ma voiture. Le bâtiment se dressait tranquillement devant moi. 3 étages de verre et de briques. 20 ans de ma vie passés entre ces murs. J'avais franchi ces portes après des promotions, après des contrats gagnés. Après les funérailles de mon père, après certains des jours les plus heureux et les plus difficiles de ma vie. Maintenant, j'y entrais pour une raison complètement différente, pour savoir si la vérité allait enfin compter. J'ai attrapé ma mallette et je suis sorti. L'air était frais. Quand je suis arrivé à l'étage exécutif, Robert m'attendait déjà. Il tenait un grand porte-document noir. Le genre que les avocats apportent quand ils ont suffisamment de preuves pour ruiner la journée de quelqu'un. Tu es prête? A-t-il demandé. Non, il a souri. Bien, réponse honnête. Cela a en fait un peu aidé. À 8h55, les membres du conseil d'administration ont commencé à arriver. La plupart me connaissaient depuis des années. Certains avaient connu mon père avant moi. D'autres m'avaient vu passer d'une jeune analyste financière à la directrice financière. Pourtant, en entrant dans la salle de conférence, j'ai remarqué de l'incertitude sur plusieurs visages. Les rumeurs circulent vite, surtout en affaires. Tout le monde avait entendu parler de mon malaise. Tout le monde savait que cette réunion d'urgence était inhabituelle, et tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. À 9h précise, Marc s'est levé, confiant, détendu, parfaitement habillé. Rachel était assise à côté de lui, professionnelle comme toujours. Son blazer bleu marine correspondait à celui qu'elle portait lors des réunions importantes avec les clients. Si je n'avais pas mieux su, elle aurait pu passer pour l'employé de l'année. Le président a ouvert la séance. Puis Marc a commencé. Premièrement, je voudrais exprimer mon inquiétude pour la santé de Diane. J'ai failli rire, juste. Failli. Au lieu de cela, je me suis assise tranquillement, écoutant, observant, attendant. Pendant 15 minutes,
Marc a soigneusement construit son dossier. Il a parlé de stress, de charge de travail, d'épuisement, de problèmes de santé. Récent. Il ne m'a jamais directement qualifié d'incapable. Il n'en avait pas besoin. L'implication planait dans la pièce. Sa conclusion était simple. Whittaker Logistique avait besoin d'un leadership stable. Et peut-être devrais-je temporairement prendre du recul. Quelques membres du conseil ont hoché la tête. D'autres ont évité le contact visuel. Puis Marc s'est rassis. Rachel lui a adressé un petit sourire. Le genre que les gens échangent quand ils pensent que la victoire est proche. Le président s'est tourné vers moi. Diane. Je me suis levé. Mes mains étaient étonnamment fermes. Pendant des semaines. J'avais imaginé ce moment. Maintenant qu'il était arrivé, je me sentais étrangement calme. Merci. J'ai regardé autour de la pièce. Je suis d'accord avec Marc sur une chose. Plusieurs têtes se sont levées, j'ai poursuivi, cette entreprise a besoin d'un leadership stable. Le sourire de Marc s'est légèrement élargi. Puis j'ai ajouté, c'est pourquoi nous allons discuter des personnes qui l'ont volé. Le sourire a immédiatement disparu. La pièce est devenue très silencieuse. J'ai ouvert mon dossier. Au cours des 14 derniers mois, plus de 800 000 $ ont été transférés via plusieurs sociétés écrans. Quelques membres du conseil ont échangé des regards. J'ai fait glisser des copies des registres financiers sur la table. Ces registres identifient les comptes impliqués. Marc s'est agité sur sa chaise. Rachel a arrêté de sourire. Bien. Nous ne faisions que commencer. Pendant les 20 minutes suivantes, Robert et moi avons présenté des preuves, virements bancaires, registres d'entreprise, communication par email, historique de transactions. La pièce devenait plus silencieuse à chaque page. Un membre du conseil a retiré ses lunettes et s'est frotté le front. Un autre a simplement fixé les documents. Puis Marc s'est levé. C'est ridicule. Sa voix était différente maintenant. Plus tranchante, moins contrôlée. Ces accusations sont complètement infondées. J'ai regardé Robert. Il a hoché la tête. Pile à l'heure. En fait, dit Robert calmement, nous avons des preuves supplémentaires. Il a connecté un ordinateur portable à l'écran de la salle de conférence. Une vidéo est apparue. Des images de sécurité. La salle de bal du dîner de charité. L'heure était visible. La pièce a retenu son souffle. Rachel est apparue à l'écran, marchant vers une table, regardant autour d'elle. Vérifiant si quelqu'un la regardait, puis fouillant dans son sac à main. Quelques secondes plus tard, elle a versé quelque chose dans un verre. Mon verre. Personne n'a parlé. Les images ont continué. Rachel s'est rapidement éloignée. Un instant plus tard, je suis apparu dans le cadre. J'ai pris le verre. La salle de conférence est restée silencieuse. La vidéo s'est terminée. Personne n'a bougé. Personne n'avait besoin d'explication. Tout le monde l'avait vu. Finalement, un administrateur a rompu le silence. Mon Dieu. Le visage de Rachel était devenu complètement blanc. Marc semblait avoir cessé de respirer. Je n'avais pas fini. Loin de là. Robert s'est levé. Il y a un autre problème. Il a distribué une autre pile de documents. Des accords de fiducie, des registres de propriété, des dossiers juridiques. Je savais ce qui allait arriver. Marc non. Robert l'a regardé directement. Vous avez fait des efforts considérables pour tenter de prendre le contrôle de Whittaker Logistique. Marc n'a rien dit. Malheureusement pour vous, le contrôle de la propriété est protégé au sein du trust familial Whittaker. La confusion a traversé son visage, puis l'incrédulité,
puis la panique. Non. Robert a hoché la tête. Oui. La pièce a regardé, fasciné. Marc a saisi les documents, feuilletant les pages. Lisez plus vite, puis plus vite. Son expression est devenue presque comique car pour la première fois, il a réalisé la vérité. Tout ce vers quoi il avait travaillé était impossible. L'un des membres les plus âgés du conseil s'est adossé à sa chaise, un cadre de camionnage à la retraite nommé Franck, 72 ans, jamais connu pour filtrer ses pensées. Il a secoué la tête. Puis il a dit, « Alors, vous avez passé un an à essayer de voler un coffre-fort que vous ne possédez même pas. » Pendant une seconde, personne n'a réagi. Puis, quelqu'un a ri. Un rire discret, puis un autre. Même le président a eu du mal à cacher un sourire. La tension s'est brisée instantanément. Marc avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre sous lui. Rachel n'allait pas beaucoup mieux. Puis quelque chose d'encore plus satisfaisant s'est produit. Ils se sont tournés l'un contre l'autre. Complètement et immédiatement. C'était ton idée, a claqué Marc. Rachel l'a regardé fixement. Mon idée? Tu as géré les transferts. Tu les as approuvés. Tu m'as dit. Non, c'est toi qui m'as dit. D'avant en arrière, plus fort, plus désespéré. Le conseil a regardé incrédule. 16 ans de mariage m'avaient appris beaucoup de choses. L'une d'elles était celle-ci, les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand ils sont en train de perdre. Et aucun d'eux n'avait l'air impressionnant. Finalement, le président a claqué sa main sur la table. Assez. Silence. Enfin. Le vote s'est déroulé. Rapidement. Unanime. Marc a été renvoyé. Rachel a été renvoyée. Tous deux avec effet immédiat. La sécurité les escorterait hors du bâtiment. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, aucun des deux ne me regardait. Je ne savais pas s'ils ressentaient de la honte, de la colère ou de la peur. Peut-être. Les trois. Puis, juste au moment où ils atteignaient la porte, une autre surprise est arrivée. Deux enquêteurs sont entrés dans la salle de conférence. L'un portait un badge. L'autre portait un dossier. La pièce redevint silencieuse. L'enquêteur principal a regardé autour de lui. Nous aimerions parler à Mark Harrison et Rachel Bennett. Personne n'a dit un mot. Personne n'avait besoin de le faire. Les enquêteurs les avaient déjà trouvés. Et soudain, être viré semblait être le moindre de leurs problèmes. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé à faire la queue dans un petit café de Carmel. Rien de glamour, juste un endroit de quartier avec des tables dépareillées, de bons rouleaux à la cannelle et des clients réguliers qui se connaissaient par leur nom. Le genre d'endroit où je me précipitais sans le remarquer. Maintenant, j'avais le temps d'en profiter. Bonjour, Diane. Le barista a souri. L'habituel, tu le sais. Pendant qu'elle préparait mon café, j'ai regardé par la fenêtre. Un père aidait sa petite fille à porter une boîte de beignets. 2 retraités étaient assis sur la terrasse, discutant de golf. La vie semblait merveilleusement ordinaire. Pour la première fois depuis très longtemps. L'ordinaire me semblait être un cadeau. Beaucoup de choses s'étaient passées. Depuis la réunion du conseil. Certaines bonnes, certaines douloureuses, aucune facile. L'enquête criminelle a avancé rapidement. Une fois que les autorités ont commencé à fouiller les dossiers financiers, les choses se sont démêlées plus vite que prévu. Marc et Rachel avaient été prudents, mais pas assez. Les sociétés écrans, les transferts cachés, les approbations falsifiées, les fausses notes de frais. Finalement, les preuves sont devenues impossibles à expliquer. Rachel a accepté de coopérer. Apparemment, l'instinct de survie a finalement
prit le pas sur la loyauté. Elle a fourni des emails, des messages textes et des dossiers financiers que les enquêteurs n'avaient même pas encore découverts. La décision a quelque peu amélioré sa situation. Pas beaucoup, mais un peu. Quant à Marc, il a passé la majeure partie de son temps à blâmer tout le monde sauf lui-même. Son avocat, Rachel, les enquêteurs, le conseil d'administration, moi, quiconque était prêt à rester immobile assez longtemps pour écouter. La seule personne qu'il n'a jamais blâmé était l'homme qui le regardait dans le miroir de sa propre salle de bain. Cela expliquait probablement beaucoup de choses. Le divorce a progressé séparément. Ce processus s'est avéré plus difficile que prévu, non pas parce que je voulais qu'il revienne. Je ne le voulais pas, pas même une seconde. La partie difficile a été d'accepter que le mariage dont je me souvenais n'était pas entièrement réel. Certains des souvenirs étaient authentiques. Je sais qu'ils l'étaient. Le premier appartement, les voyages en voiture à travers le Tennessee, les longues soirées passées sur notre véranda à parler de l'avenir. Ces moments sont arrivés, mais quelque part en chemin, la personne à mes côtés a changé. Ou peut-être que j'ai simplement cessé de le voir clairement. Cette prise de conscience a fait plus mal que prévu. Un après-midi, Robert et moi nous sommes rencontrés pour déjeuner en ville. Le même steakhouse que nous utilisions pour les réunions d'affaires depuis des années. Pendant que nous examinions les derniers documents, il s'est adossé et a souri. Tu sais quoi? Quoi? J'étais inquiet pour toi. J'ai ri. Seulement toi. Non. Il a pointé sa fourchette vers moi. Beaucoup de gens l'étaient. Cela m'a surprise. Cela n'aurait pas dû, mais cela l'a fait. Pendant si longtemps, j'avais été concentré sur la trahison que j'avais négligé quelque chose d'important. Les gens qui se souciaient vraiment de moi n'étaient jamais partis. Des amis prenaient constamment de mes nouvelles. Des collègues offraient leur soutien. Des voisins passaient. Même des membres du conseil appelaient simplement pour demander comment j'allais. Une crise avait révélé deux groupes de personnes complètement différents. Ceux qui m'utilisaient et ceux qui m'appréciaient. Cette leçon a elle seule valait la peine d'être retenue. Chez Whittaker Logistique, les choses se sont lentement stabilisées. Le conseil d'administration a nommé une équipe d'opérations intérimaires pendant que nous réorganisions la direction. Le processus n'avait rien de glamour. Il impliquait des réunions interminables, des audits et des révisions de politique. La vraie vie semble rarement spectaculaire de l'intérieur. Principalement, elle ressemble à de la paperasse. Beaucoup de paperasse. Pourtant, chaque petite amélioration semblait significative. Les employés qui avaient passé des mois à s'inquiéter des rumeurs pouvaient enfin se concentrer à nouveau sur leur travail. Les clients ont retrouvé confiance. Les projets avançaient. L'entreprise a survécu. Cela m'importait plus que toute victoire personnelle. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu au cimetière de Crown Hill à Indianapolis. Le ciel était clair. L'air portait ce froid du début de l'automne que l'Indiana connaît chaque année. J'ai apporté des fleurs fraîches. Papa aimait toujours les choses simples. Pas d'arrangement élaboré, pas de chichis inutiles. Je me suis tenu tranquillement près de sa tombe. Pendant plusieurs minutes, je n'ai rien dit. Puis j'ai souri. Tu avais raison. Une douce brise a traversé les arbres. J'ai regardé les fleurs. Tu as toujours dit que les chiffres ne mentent pas. J'ai ri doucement. Et les gens le font. L'étrange chose avec le deuil, c'est qu'il ne disparaît jamais complètement. Il change de forme, devient plus silencieux, moins aigu. En me tenant là, j'ai réalisé que mon père me manquait plus que jamais.
Non pas parce que j'avais besoin qu'il me sauve, mais parce qu'il aurait compris. Il aurait vu clair dans le jeu de Marc bien avant moi. Et puis il aurait trouvé un moyen de me le dire. Sans dire, je te l'avais bien dit. C'était l'un de ses dons. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la phrase qui avait tout déclenché. La phrase que j'avais entendue à travers cette porte entrebâillée. D'ici demain matin, tout sera à nous. À l'époque, ces mots m'avaient terrifié. Maintenant, ils me faisaient presque rire, car demain matin était arrivé et rien ne s'était passé comme Marc l'attendait. L'entreprise n'était pas la sienne, l'argent n'était pas le sien, l'avenir n'était pas le sien. Au lieu de cela, il a perdu presque tout ce qu'il a passé des années à essayer de prendre. L'ironie était presque incroyable. Mais la vie écrit parfois ses propres chutes. Quelques mois après que le divorce fut prononcé, j'ai fait un dernier changement. J'ai vendu la maison du lac. Non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que je voulais un nouveau départ. Trop de souvenirs y vivaient. Certains bons, certains douloureux. J'étais prête pour quelque chose de nouveau. Le printemps suivant, j'ai acheté une maison plus petite avec un porche enveloppant et un jardin rempli d'érables. Rien d'extravagant, juste paisible. Un samedi matin, en buvant mon café sur ce porche, j'ai réalisé quelque chose. La meilleure partie de la vengeance n'était pas de regarder quelqu'un d'autre tomber. C'était de refuser de tomber avec eux. Pendant un temps, j'ai pensé que la justice signifiait gagner. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. La justice signifiait protéger ce qui importait, dire la vérité et avancer sans laisser l'amertume devenir mon identité. Cette leçon m'a pris 42 ans à apprendre. Mais je suis reconnaissante de l'avoir apprise. S'il y a une chose que cette expérience m'a enseigné, c'est que les signes avant-coureurs apparaissent rarement d'un coup. Ils arrivent tranquillement, un par un. Faites confiance à votre instinct quand quelque chose ne va pas. Et si vous avez déjà eu à reconstruire après une trahison, sachez que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, et j'espère que vous me rejoindrez pour une autre histoire.